vous rassurer un petit peu, je ne vais pas vous présenter des outils de génération de code, l'outil miraculeux qui vous génère votre application en 7 jours sans aucun développeur, c'est magnifique, c'est vraiment le commercial, vous avez vendu ça et vous avez derrière une application qui ne marche pas du tout comme vous voulez, qui vous génère du code plutôt moche. Non, je vais plutôt vous parler des différentes catégories de génération de code tout en restant générique. On ne va pas rentrer dans les techniques, parce qu'on a tous des langages de développement différents. Pas rentrer dans le détail, éventuellement pour des questions après. Donc je vais laisser de côté les illustrations religieuses, je vais plutôt prendre une illustration un petit peu plus actualité. La génération de code, donc pour moi, ça a été, à l'origine, c'était vraiment cette idée de l'outil qui me génère du code, qui me gêne plus qu'autre chose, parce qu'après, il me génère du code, je suis un peu coincé dedans, j'ai du mal à exprimer ce que je dois faire, changer, puisqu'il me génère quelque chose qui est le commercial a réussi à le vendre, mais dès qu'on a un cas particulier, on n'est pas dans les cases de l'outil et il faut modifier ce qu'il a généré et ça devient difficile parce que le code qu'il a généré, il n'est pas forcément très joli à voir, il n'est pas forcément, ne serait-ce que formaté proprement, donc on est vite touché, on n'aime pas aller voir ça, c'était un peu ça l'image que j'avais. Et ensuite, cette image-là, elle est fausse en fait. Ça représente qu'une infime partie faux. C'est comme tout, il ne faut pas faire de généralité. Il y a des bonnes choses, plus ou moins bonnes. Donc quand on rentre dans les détails, on peut commencer à avoir des techniques qui peuvent être intéressantes. Donc, donc je reste sur les grandes catégories, donc les différentes possibilités. Je ne parlerai pas de la compilation, qui est un peu la génération de code ultime. Si vous travaillez sur les compilateurs, alors je pense que quand on est passionné, ça peut être vraiment sympa, mais il faut trouver le job qui fait ça. Je parlerai donc un peu plus des suivantes, donc les génériques que j'aime beaucoup, la génération dynamique qui est très spécialisée, et les deux dernières où il faut se méfier peut-être un peu plus, parce que là on a des choses à un peu plus faire gaffe, surtout la toute dernière. Donc je parlerai un peu de ce que veut dire les termes, parce que c'est les termes théoriques. On va rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc je vais commencer par les génériques. Donc les génériques, ça c'est un peu du côté du compilateur en général, ou de l'environnement d'exécution. Qu'est-ce que c'est? C'est du code, on n'a pas ça dans tous les langages, mais c'est la programmation générique, c'est que je vais faire du code. En plus des paramètres standards, les types vont être également des paramètres. C'est-à-dire que je vais faire un code qui va s'appliquer pour différents types de données. Un exemple, un algorithme de tri. Si je veux trier des entiers, des chaînes de caractères, la logique va être toujours la même. Même trier des anciens collègues suivant mes préférences, c'est la même logique. Mais je n'ai pas envie de répéter mon algorithme, de copier-coller le code. L'idée, c'est de le réutiliser dessus. Donc on pourrait imaginer, j'utilise un langage objet, donc j'utilise une abstraction supérieure, je ne type pas mes paramètres, ils sont typés object, mais on est un petit peu embêté, ça a certaines limitations. Donc l'idée du générique, c'est que les types de données sont des paramètres. Donc si mon algorithme de tri va être le même, c'est le même code pour mes entiers, pour mes chaînes de caractères, et ça, ce code-là va être généré. Ce code spécifique au type de données. C'est pas moi qui le fais, moi j'ai fait la structure, la logique, et on va le générer pour les particularités. Donc ça, ça peut être fait soit par le compilateur ou soit dans l'environnement d'exécution, ça dépend des implémentations, c'est variable, en C++, c'est le compilateur qui vous fait ça. En C#, ça va être à l'exécution par environnement. En Java, je l'ai mis un petit peu de côté parce qu'il y a les génériques aussi, mais c'est dans le sens où c'est moins bien que l'original. C'est pas tout à fait de la génération de code, un petit peu, mais c'est surtout Java triche un petit peu. Le compilateur va vérifier que votre algorithme marche pour les entiers, vérifie qu'il marche pour les strings, les chaînes de caractères, et quand il vous génère le code derrière, il enlève toutes les informations de type que vous avez mis, et en gros, il vous génère du code Java d'autrefois avec des types object. Donc vous avez garanti à la compilation, mais le code généré derrière, lui, à l'exécution, il n'est pas typé. Bon, c'est pas bien grave pour Java, ça a des avantages, parce que ça leur a évité de modifier la machine virtuelle, celle qui exécute votre code. Il n'y a pas eu besoin, elle était compatible. Quand les génériques sont arrivés, comme on génère du code, entre guillemets, je caricature, la version ancienne, les installations sont toujours, le runtime est toujours compatible. Ce qui n'était pas le cas avec C#. Parce que C#, ça se passe à l'exécution. Donc c'est le runtime qui prend ça en charge. Donc si vous déployez du code générique sur une ancienne machine, ça ne marche pas. C'est une machine virtuelle. Donc l'idée c'est réduction de duplication, c'est un peu toujours ce qu'on recherche, surtout quand on fait de la génération de code. Et performance, donc là c'est selon l'implémentation. En Java, il n'y a pas d'immersion de performance à trouver.
Voilà pour les génériques, donc ça c'est une technique que j'aime bien, enfin, j'encourage à vraiment utiliser quand c'est disponible dans un langage. C'est pas toujours applicable, hein, mais dans les cas où on peut, ça vaut le coup. La génération dynamique, alors celle-ci, on la croise nettement moins souvent. La génération dynamique, c'est-à-dire que c'est à l'exécution, j'ai du code qui va générer du code, qui va être intégré à l'application qui tourne. Ça, c'est vraiment des besoins très très spécifiques, on ne croise vraiment pas souvent. Ça va être vraiment pour des besoins de performance. Si j'ai fait un code un peu générique, le terme, on va dire, un petit peu abstrait, qui se base sur l'introspection, qui a des conditions un peu costauds assez à évaluer, et qu'après, une fois que cette condition est évaluée, l'idée c'est que, on va dire ça tout simplement, une fois que j'ai fait mes évaluations qui sont compliquées, je ne vais pas ou l'introspection qui est coûteuse, je ne vais pas le faire à chaque fois. Que mon code, dès que on réexécute ma méthode, je ne vais pas réexécuter mon introspection, vérifier, tiens, il y a telle propriété, alors je fais ça, sinon je fais ça. Toute cette logique-là, plutôt que de la rejouer à chaque fois, je vais générer du code qui répond au cadre de mes conditions, et donc à l'exécution. Et je vais, quand je retourne dans ces conditions-là, j'exécute directement le code qui a été compilé à l'exécution. Donc l'idée, là, c'est pour gagner des paires, parce que c'est quand, notamment, si on prend l'exemple d'Entity Framework, il y a un cadre où on peut utiliser ça, qui certainement, je m'imagine qu'il l'utilise, c'est qu'en Entity Framework, il ne sait pas quels objets vous manipulez. Lui, il reçoit une classe, il doit l'alimenter avec un data reader depuis la base de données, et il faut qu'il, dans la propriété 1, il mette la valeur de la colonne 1, dans la propriété 2, la valeur de la colonne 2. Donc ça, il peut le faire par introspection, c'est-à-dire vous lui filez une instance, il regarde son type, il regarde toutes ses propriétés, il les parcourt, il les renseigne une à une. Ça, c'est un peu coûteux. Soit il peut la première fois faire ça, générer du code qui fait ça, et le code qu'il a généré, c'est comme si vous aviez écrit ma propriété 1 égale ma colonne 1, ma propriété 2, et donc il n'y a aucun surcoût à l'exécution suivante et aux exécutions suivantes de cette partie-là. Donc ça c'est bien joli, mais ça a un gros inconvénient, c'est que c'est très difficile à relire. Donc on a des outils pour faire ça, c'est pas forcément, c'est pas du bricolage, on a des frameworks qui font ce genre de choses, mais ça reste, c'est facile, relativement facile à écrire, parce que c'est un peu la même logique, on se met juste un petit peu en arrière, et mon code va écrire le code que j'ai en tête. Ça va à peu près à l'écriture, mais après quand on relit ça, ça monte facilement en nombre de lignes, et c'est beaucoup plus difficile. Et donc, deuxième point, donc pour l'instant c'est pas simple, et ça demande également que les développeurs qui tombent là-dessus, ils savent ce qu'ils lisent, ce qu'ils voient devant eux. Le framework qui génère le code à l'exécution, il demande une compétence particulière. Encore une chose à acquérir en plus par rapport à un code un peu plus standard. Je vais passer à tout ce qui est génération statique. Donc la génération statique, c'est à un moment donné, je génère du code et ça sera intégré plus tard, par exemple à la phase de compilation, et ainsi de suite. Donc c'est pas à l'exécution, c'est plutôt au moment où je développe. Donc ce qu'on appelle génération statique passive, c'est, on l'a quasiment tous utilisé, quasiment sûr là-dessus, c'est tout ce qui est squelette et snippet. Par exemple, dans mon outil de développement, je lui demande de me générer une classe. Donc il va me faire public class, le nom de la classe, et j'ai plus qu'à remplir les trous. Ça, c'est la génération statique passive. Alors, il n'y a pas trop d'inconvénients, en tout cas en première vue, comme ça. Parce qu'au contraire, on est des développeurs, on est plutôt feignants, on va taper le moins possible. Là, hop, j'ai plus qu'à remplir les trous, c'est bien, j'ai gagné du temps. Par contre, ça peut amener à réfléchir sur votre outil de développement. Parce que c'est bien dans le cadre où ça me génère 3-4 lignes et je complète. Par contre, si ça commence à me générer beaucoup de code et je ne peux pas m'en passer, c'est surtout ça le petit truc qui peut faire réfléchir. C'est si j'arrive pas à me passer de ça, c'est peut-être que mon langage de développement ou mon framework est peut-être pas assez efficace, pas assez abstrait ou pour un langage un peu trop verbeux. Par exemple, moi j'aime pas trop Visual Basic puisqu'il faut taper beaucoup de lettres, j'aime mieux C#, donc c'est un peu plus réduit. Donc voilà, ça vous donne des pistes éventuellement, on se dit, ça si vraiment c'est absolument indispensable pour moi, peut-être aller voir si je peux pas toujours libre, mais s'il n'y a pas des choses à changer dans mes outils de développement. Là c'est vraiment là-dessus que ça peut apporter des choses. Et la dernière génération statique active, c'est celle où on va en parler un petit peu plus, elle,
L'idée, c'est, comme la génération précédente, là, où on génère des squelettes, là, je génère du code complet, c'est-à-dire du code fonctionnel. Il va tourner, il fait tout ce qu'il a besoin de faire, je n'ai pas besoin d'aller le modifier ou alors très bien. Et lui, il pose un peu plus de soucis. Donc déjà, en termes d'organisation, dans mon développement, idéalement, il faut qu'il soit vraiment intégré à mon processus de dev, mon intégration continue. Il faut que ce soit rejoué. Il faut éviter le code généré par un développeur dans un coin, il l'a archivé, et puis après on a oublié que ça a été généré, ou alors on ne sait plus comment ça a été généré. L'idée, c'est que ce code généré soit généré en même temps que chacune de mes builds, de mes compilations. Ce qui permet de s'assurer déjà que c'est toujours valide, que mon outil de génération, quel qu'il soit, est toujours correct, que les paramètres sont toujours bons, et que tout le monde récupère, grâce à la fonction récupération, on récupère la bonne chose. Donc c'est le premier point, pas le plus difficile à s'assurer. La règle absolue, par contre, c'est que le code qui a été généré pour ce type d'outil, on n'y touche pas. On n'y touche pas à la main. C'est-à-dire, je ne vais pas éditer le fichier qui a été généré pour aller rajouter 2-3 lignes ou modifier un truc qui ne me convient pas. Je vais soit, idéalement, l'outil de génération de code que j'ai utilisé me permettre de paramétrer pour faire la modification d'objet, donc ça c'est l'idéal. Ou sinon, je vais plutôt, si je suis dans un langage objet, créer une classe qui dérive d'une classe qui m'a été générée là-dedans, pour rajouter des comportements, modifier des comportements. Enfin, je vais taper à côté. Ou alors utiliser des fonctionnalités qui sont propres à des langages, comme en C#, on peut dire qu'une classe est dans plusieurs fichiers. Donc on génère un fichier et on écrit le reste dans l'autre. Parce que le problème avec ça, c'est que, vous imaginez bien, si vous modifiez un fichier à la main, quand la génération de code repasse à un moment donné, quelconque, soit par intégration continue, si c'est intégré dans votre cycle, soit un jour, il faut générer le code parce qu'un truc a changé, on l'a fait à la mano, tout ce que vous avez modifié, l'outil ne le sait pas, il écrase. Donc ça, dans le pire des cas, vous ne l'avez pas vu, vous le voyez plus tard, donc c'est des bugs à l'exécution, au pire au déploiement si vous n'avez pas de phase de test correcte. Sinon, vous savez que vous avez fait les modifications, donc vous les mettez de côté et il faut les réappliquer après. Pareil, source d'erreur possible, et surtout un peu de temps perdu pour pas grand chose. Donc d'où l'idée de ne jamais y toucher et toujours faire des choses en supplément à côté. Cette génération de code active, statique active, on peut se dire aussi que c'est un gros copier-coller en fait. On imagine que ça génère beaucoup de code. Pourquoi ce code-là il a été généré? Quelle en est la raison? Il y a plusieurs possibilités qui justifient l'usage de cette technique qui peut être dangereuse. C'est déjà le code qui n'a aucune logique, qui n'a aucun intérêt à écrire à la main. Ça c'est du code, par exemple un web service avec son contrat WSDS, vous voulez les classes qui utilisent ce web service. Là c'est du 1-1, vous prenez tiens il attend tel champ, donc dans ma classe je vais avoir tel champ et ainsi de suite. C'est bête, c'est de la projection toute bête, il n'y a pas de logique, donc ça on peut la générer, c'est qu'un petit bout de code. Pareil pour un ORM comme Entity Framework, j'ai fait mes classes, mon beau modèle objet, le SQL, il y a des règles pour passer de l'un à l'autre, un peu toujours les mêmes, je peux m'amuser à générer le script SQL qui me crée la base. Et donc du coup, ça c'est du code, il n'y a pas de grande plus-value à ce qu'un développeur le fasse. Lui-même. Donc ça c'est pour les cas vraiment où ça peut être justifié. Après, pour les cas où ça va me générer beaucoup de code identique avec quelques variantes, ça c'est là où on se dit, j'aurais pu être un peu plus intelligent, j'aurais fait une couche d'abstraction, un code un petit peu plus générique, j'ai pas besoin de générer ça, je fais un petit truc plus sympa qui, en moins de code, fait plein de choses. Je réfléchis là-dessus. Là, ça peut malgré tout justifier. Donc là, on rentre plus dans le copier-coller dont je parlais sur cette slide. Ça peut justifier quand même, parce que cette couche d'abstraction, elle peut être plus ou moins compliquée. Vous pouvez ne pas avoir les ressources pour la faire à ce moment-là. Donc là, vous générez le code, vous n'avez pas besoin d'investir dans le développement de cette couche d'abstraction. Et de façon similaire à la génération de code dynamique de tout à l'heure pour les performances, c'est que si vous faites une couche d'abstraction, souvent, un peu plus d'abstraction, un petit peu moins de perf. Donc, ça dépend des sujets, mais ça va souvent un petit peu de perf. En général, on parle de quelques petites millisecondes, c'est que là, mais dans certains cas, vous avez vraiment besoin de ces petites millisecondes. Et du coup, le coût de l'abstraction, vous le payez en termes de perf et vous ne voulez pas le payer.
Donc vous allez générer du code qui lui est proche du code idéal, le chemin parfait pour exécuter la fonction. Et donc là, ça justifie, donc ça va être du beau copier-coller fait en automatique, mais il n'y a pas de surcoût de perf. Et après, on peut aussi se dire, si j'ai respecté les règles précédentes où personne n'est venu toucher au code, c'est généré qu'une fois. Donc ce copier-coller là, au final, si je respecte les règles du cours, c'est pas vraiment du copier-coller. Le développeur n'a fait son code qu'une seule fois. Donc voilà pour un petit tour rapide des différentes catégories de génération de code. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à piocher parmi les outils disponibles. Il y a vraiment de tout. Donc de la chose, comme je disais au début, commerciale, où vous allez vous retrouver coincé dans ce que l'outil vous avez fait, ou les outils plus spécialisés, les frameworks et autres, où là il y a des choses à exploiter. Voilà, si vous avez des questions.